Tu devrais sauter. Mais je n'en ai plus envie. Ah, tu n'en as pas envie. Je vous en prie. Puis-je descendre ? Chelsea, ce n'était pas une proposition. Saute. Depuis la première saison jusqu'à la 5e et dernière, la série The Boys est passée du statut de véritable phénomène à celui de cible de critiques sévères et de controverses autour de sa conclusion. Mais il y a une chose qui, pendant tout ce temps, n'a presque jamais été remise en question. Lorsque Homelander apparaît à l'écran, il attire inévitablement toute l'attention sur lui. Bonjour à tous. Bonjour. Les spectateurs pouvaient en critiquer l'intrigue, les choix des scénaristes, la satire politique, les répétitions, tout ce qu'ils voulaient. Mais la force du personnage lui-même et le jeu d'acteur d'Anthony Starr ne faisaient aucun doute pour personne. Et cela, c'est déjà le signe de quelque chose de plus grand qu'un simple méchant bien écrit. Non, les héros ici, c'est vous. Homelander a depuis longtemps dépassé les limites de la série et est devenu une véritable icône de la pop culture. C'est pourquoi on peut critiquer The Boys autant qu'on veut, mais il est indéniable que cette série nous a offert un personnage qui continuera à vivre sa propre vie pendant très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est autre chose. Si un personnage finit par devenir plus fort que l'œuvre elle-même, ce n'est clairement pas seulement grâce à une bonne performance d'acteur. Il y a sûrement quelque chose de plus profond derrière ce personnage. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors, pourquoi Homelander attire-t-il presque toujours toute l'attention à l'écran ? Plusieurs facteurs interviennent ici, le principal étant la construction du personnage. Officiellement, nous avons devant nous l'homme le plus puissant de ce monde, capable de tuer en 1 seconde, sans même se lever de sa place. Mais le plus important, c'est que nous savons que ce pouvoir est entre les mains d'une personne émotionnellement instable, dépourvue de pitié, d'empathie, et qui ne considère pas les autres comme ses égaux. Il observe les gens ordinaires comme on regarde des vers grouillés dans un tas de fumier. Ainsi, dans chaque scène avec Homelander, l'élément principal reste l'imprévisibilité. Un plat du chef. Mangeton, Timothy. On ne sait tout simplement pas ce qu'il va faire la seconde suivante. Monte dans le four, Frank. Il ne faut pas... Il peut sourire largement, dire quelque chose de presque tendre, puis écraser la tête de quelqu'un juste après. Et qu'est-ce qui se passera si, je ne sais pas, je fais ça? Anthony Starr base justement son jeu sur cette attente. Parfois, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit juste d'entrer dans la pièce, de regarder son interlocuteur et de rester figé 1 demi-seconde de plus que d'habitude. Et on commence à sentir que la tension monte dans la scène. Cela n'est sans doute qu'une des raisons pour lesquelles Homelander est devenu si influent. L'une des principales raisons, mais pas la seule, c'est le jeu d'Anthony Starr. Dans une interview, le créateur Eric Kripke a souligné l'unicité d'Anthony Starr comme acteur. Dans une scène, Starr parvient à afficher presque 16 expressions faciales, là où un autre acteur se serait contenté d'une seule. Starr lui-même expliquait dans une interview qu'il commence par analyser très attentivement le texte et le sens profond de la scène, puis il relâche simplement le contrôle et laisse son visage et son corps réagir presque instinctivement. Ne mens pas, tu sais tout. Au fond de toi, tu es toujours resté un homme. Avant d'incarner Homelander, Anthony Starr n'avait pas eu de rôle vraiment important ou mondialement remarqué. Si l'on essaye de trouver dans sa carrière un rôle qui, d'une certaine manière, l'a préparé à ce personnage, ce serait celui de Lucas Hood dans la série Banshee. Demande. Attends. Là-bas, Starr a joué un ancien détenu qui usurpe l'identité d'un shérif. Je jure solennellement de remplir consciencieusement les fonctions de shérif du comté de Banshee, poste dans lequel j'entre en fonction. On peut observer des parallèles intéressants entre ces deux personnages. Dans les deux cas, ce sont des personnes qui prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Lucas Hood dans Banshee enfile l'uniforme du shérif et se fait passer pour un défenseur de la loi.
Et Homelander, en enfilant un costume de super-héros, se fait passer pour le protecteur d'un pays tout entier. Et sous ce masque se cache une personnalité profondément traumatisée. Pour Starr lui-même, le rôle de Homelander est déjà devenu si important dans sa carrière qu'il risque bien de devenir un acteur d'un seul rôle. D'un côté, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un acteur, créer un personnage qu'on ne peut pas oublier. D'un autre côté, il y a le risque de ne jamais pouvoir sortir de l'ombre de ce rôle. Parce que, où qu'il aille ensuite, le succès de ce personnage continuera de le suivre pendant très longtemps. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, je trouve étrange qu'avec son jeu manifestement exceptionnel, Anthony Starr ait été ignoré par les grandes récompenses prestigieuses. À ce jour, Starr n'a reçu aucune nomination aux Emmy, et parmi les récompenses vraiment notables, il n'a qu'un Saturn Award pour un rôle secondaire. Pourquoi un tel travail n'a jamais été reconnu au niveau des principales récompenses télévisuelles reste pour moi un mystère. Peut-être que la raison en est que la série est trop dure, sale et provocante, avec beaucoup de scènes indécentes, parfois controversées et douteuses, qui ne correspondent clairement pas à l'image soi-disant prestigieuse et respectable des grandes récompenses télévisuelles. Et il est aussi possible que le contexte politique du personnage lui-même ait également joué un rôle. Je ne surprendrai sans doute personne en disant que les prix prestigieux ne reflètent souvent pas la manière dont une série est perçue avec le temps et son impact culturel. Inutile d'aller loin, il suffit de se souvenir par exemple de la série Surécoute. Aujourd'hui, elle est souvent considérée comme une des meilleures séries de l'histoire de la télévision, bien que les Emmy l'aient à peine remarqué à l'époque. Seulement 2 nominations et aucune victoire. À mon avis, ce n'est pas juste. C'est la vie, je pense. On peut en dire autant de Better Call Saul. Ils vous sourient, vous caressent la tête, mais ils ne vous laisseront jamais entrer chez eux. Pour beaucoup, moi y compris, c'est l'une des meilleures séries jamais réalisées. Elle a eu plus qu'assez de nominations. Mais elle n'a jamais remporté la victoire. Vous n'êtes pas si important pour eux. Et alors? Qu'ils aillent se faire foutre? Il y a aussi des exemples contraires. Y a-t-il par exemple parmi vous des fans de la série Arrested Development ? Il y en a peut-être, mais je pense que beaucoup d'entre vous n'ont même jamais entendu parler de cette série, même si à l'époque elle a remporté 6 Emmy Awards d'un coup. Mais ce qui montre vraiment à quel point le personnage est entré dans la culture populaire, ce sont les mèmes. Et de ce point de vue, Homelander a vraiment de quoi se vanter. Comme je l'ai déjà dit, les grands prix ont en grande partie ignoré Anthony Starr. Mais Internet a ses propres règles, et le visage de Homelander a très vite circulé sous forme de mèmes, de réactions et de citations. Pour l'instant, il n'existe pas d'indicateur unique du statut de mème d'un personnage sur Internet, un équivalent d'IMDb ou de Rotten Tomatoes, que l'on pourrait consulter pour voir immédiatement la note. Mais il existe des sites comme knowyourmeme.com, où l'on peut au moins évaluer l'ampleur du phénomène, voir combien de formats de mèmes un personnage possède, et même suivre l'intérêt pour ceux-ci via Google Trends. Et dans le cas de Homelander, le nombre de scènes et d'images devenues des mèmes est vraiment impressionnant. Bien sûr, cela ne garantit pas qu'une série ou un film soit de qualité, comme pour les prix cinématographiques prestigieux. Mais le mème montre très bien autre chose. Est-ce que l'acteur est capable de transmettre une émotion de façon à susciter une réaction vive chez le spectateur et une reconnaissance immédiate des émotions ? Quand une personne regarde un personnage et se dit « mais c'est littéralement moi ». Et dans ce sens, Anthony Starr s'avère incroyablement fort. Ses expressions faciales et ses transitions émotionnelles sont souvent si marquantes que l'on a envie de revoir certaines scènes, encore et encore. Il est impossible d'oublier par exemple sa légendaire « Et les suites vont s'enchaîner. Suite après suite. » ou le moment où il dit I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better. ou cette scène avec le smartphone. Et il y a plein de scènes comme ça avec Homelander. I'm the Homelander, and I can do whatever the fuck I want. All around me.
Le nombre de mèmes n'est évidemment pas le seul critère de la grandeur d'un personnage, mais cela montre très bien que l'image a dépassé sa propre œuvre et a commencé à vivre sa propre vie. Mais dans le cas de Homelander, derrière tous ces mèmes, il y a quelque chose de bien plus profond. Quelque chose que beaucoup ressentent chez lui presque au niveau subconscient. Quand The Boys est apparu, la série semblait à beaucoup n'être qu'une simple déconstruction du genre super-héroïque, une version sale, cynique et volontairement déformée de celui-ci. Mais ne voir que cela en lui, c'est une erreur. Au moment de l'apparition de Homelander, l'idée d'un anti-Superman n'était déjà plus nouvelle. Par exemple, le plutonien de la série de bande dessinée Irrécupérable montrait déjà ce qui se passerait si un super-héros perdait complètement la tête et transformait le monde entier en catastrophe. Ou encore, Omni-Man de Invincible reposait également sur l'idée que le défenseur parfait se révèle être un colonisateur et un bourreau. Je préfère brûler cette planète jusqu'à la dernière cendre plutôt que de passer une minute de plus parmi ces animaux. On peut aussi se rappeler Ultraman de DC Comics, qui était également une version déformée de Superman. 2X. Tout cela existait déjà, mais en termes d'impact culturel réel, ils n'ont même pas approché Homelander. Et la raison, à mon avis, est simple. Homelander est en réalité bien plus qu'une simple parodie de super-héros. La principale innovation de Homelander en tant que personnage, à mon avis, ne réside pas tant dans l'idée même d'un Superman maléfique, mais plutôt dans la pertinence étonnante de son image pour notre époque. Parce que Homelander n'est en fait pas un super-vilain. Il est à la fois une célébrité, une construction de relations publiques, un atout d'entreprise, un symbole national et, à un certain moment, un leader autoritaire. Et toutes ces facettes de lui se révèlent progressivement de saison en saison. Si l'on prend par exemple la première saison, Homelander n'est pas encore une figure politique, mais plutôt un produit du système. Un atout d'entreprise, le bien le plus précieux et le plus important de la société vote. Et c'est une image très précise du monde moderne, où toute personne médiatique est perçue non pas comme une personnalité, mais comme une marque, un vecteur de capitalisation, un instrument d'influence et un produit bien emballé. Dans ce sens, Homelander est la quintessence de tout ce qui anime aujourd'hui la culture d'entreprise. Ta marque, c'est l'espoir, le baseball, l'Amérique. Un marketing sans fin, des relations publiques, des tests de réaction du public et la transformation de toute émotion ou idée en un produit vendable. Tiens-toi droit, dis ce qui est écrit. Nous vivons dans un monde où ce qui avait commencé autrefois comme un outil assez simple pour stimuler les ventes s'est depuis longtemps transformé en un immense monstre qui imprègne tous les aspects de notre vie. Ce n'est plus de la publicité au sens traditionnel du terme, mais un outil mondial de manipulation. Aujourd'hui, tout est vendu et monétisé. Le mode de vie, les valeurs, les émotions, le patriotisme, la sécurité, l'attention, la sincérité et même la protestation elle-même. Tout devient une marchandise qu'il suffit simplement d'emballer correctement. Et Homelander, dans la première saison, incarne parfaitement cette idée. Je connais le public et je sais ce qui nous sera bénéfique. Il est littéralement vendu au public comme une image parfaite. Ce n'est pas tant un héros qu'une vitrine publicitaire sur laquelle l'entreprise projette tout ce qui est censé plaire au public. C'est vous qui êtes le héros ici. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Il est l'incarnation des peurs modernes que tout le monde comprend. Que l'image publique est plus importante que la vérité, et que les institutions seront toujours du côté du capital. Mais tout cela est surtout pertinent pour les premières saisons, car au fil de l'intrigue, Homelander évince peu à peu Stan Edgar et prend lui-même la tête de l'entreprise. Et ici, la série passe déjà à un niveau fondamentalement différent. Si au début il s'agissait d'une histoire sur le pouvoir du capital, de l'entreprise et des marques, à la fin ce ne sont plus l'argent qui prime, mais les mécanismes de gestion de l'État, de la société et de la réalité politique elle-même. Eric Kripke lui-même n'a jamais vraiment caché que dans les saisons récentes, Homelander est en grande partie devenu une critique du système américain et de phénomènes politiques très concrets, y compris la figure de Donald Trump. J'ai les gens les plus loyaux. Je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue et abattre quelqu'un, je ne perdrai pas un seul électeur.
Oui! Oui! Oui, vas-y! Cela s'est particulièrement vu dans les dernières saisons, où la série s'est davantage axée sur le conflit entre démocrates et républicains. Mais j'ai remarqué un autre parallèle dont on n'a pas parlé. Homelander rappelle en partie un autre républicain célèbre, Arnold Schwarzenegger. Oui, plus tard, il est devenu l'un des critiques les plus virulents de Trump, mais il a commencé sa carrière politique précisément en tant que candidat du Parti républicain, et c'est sous sa bannière qu'il est devenu gouverneur de Californie. Pour être juste, il faut préciser que Schwarzenegger appartient au camp des républicains modérés, qui sur plusieurs questions sont nettement plus proches des démocrates. Mais revenons au parallèle avec Homelander. Toute sa carrière au cinéma, Schwarzenegger a incarné des surhommes, Terminator, Conan, John Matrix dans Commando. C'est lui qui a répété à plusieurs reprises une phrase étonnamment similaire au slogan célèbre de Homelander. « Les vrais héros, c'est vous ». C'est vous! Vous êtes le héros ici. C'est vous les héros ici. Capitaine. C'est vous le héros ici, et nous sommes juste là en soutien. Non, les héros ici, c'est vous. C'est le moment idéal pour soutenir un peu nos héros. Peu importe que l'on parle du personnel médical, des médecins, des infirmières, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, des conducteurs d'ambulance, des agents des services d'urgence ou de ceux qui travaillent dans les épiceries et les supermarchés. Toutes ces personnes sont de vrais héros. Toute ma vie au cinéma, j'ai joué des héros de films d'action. Mais les vrais héros, c'est vous. Mon beau-père disait toujours « Serre, serre, serre ». Parce qu'au final, c'est celui qui sert les autres qui nous sauvera tous. C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes les véritables héros. You guys, you are the real heroes. But you are true action heroes. Dans les dernières saisons, cependant, Homelander a cessé d'être une figure collective, reflétant différents aspects des conflits politiques, et il est devenu une référence assez transparente à un homme politique en particulier. Et sur ce sujet, on en a déjà assez dit, donc nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Les parallèles existent et ils sont tout à fait évidents. Mais il me semble que si l'on se concentre uniquement sur cela, et que l'on réduit Homelander à une simple parodie de Trump, ou au thème de l'éternelle opposition entre démocrates et républicains, on risque de passer à côté de quelque chose de bien plus important. Formellement, il s'agit peut-être d'une satire visant un homme politique précis. Mais à la base de tout cela se trouve une émotion humaine fondamentale, la peur. La peur est l'une des émotions fondamentales, un des outils évolutifs les plus anciens qui aident à notre survie. Et l'art, les mythes, la pop culture et bien sûr le cinéma sont un immense miroir dans lequel cette peur prend forme. En psychologie, par exemple, dans la classification classique de Paul Ekman, la peur fait incontestablement partie de la liste des émotions de base de l'homme, aux côtés de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût et de la surprise. Les personnages, en particulier les monstres, les méchants ou même les protagonistes complexes, naissent rarement de nulle part. Les archétypes les plus tenaces dans la culture sont la personnification d'une peur humaine spécifique. Lorsque les auteurs donnent une forme à la peur, il nous devient plus facile de la traverser et d'y réfléchir. Le comte Dracula incarne surtout la peur de la mort et de la perte de contrôle sur sa volonté. Les zombies représentent quoi? La peur de perdre son individualité et la peur de la foule. Le Terminator incarne la peur que la technologie échappe à notre contrôle et la crainte de jouer à Dieu. Le Joker, c'est la peur de perdre la raison. La liste pourrait être très longue, mais revenons à Homelander. Quelle peur ce personnage incarne-t-il? Homelander incarne en fait plusieurs peurs de notre époque. La première, la plus évidente, et celle qui a clairement été montrée dans la première saison, c'est le pouvoir illimité du capital, le pouvoir de l'argent, qui peut écraser toutes les normes. C'est une peur très reconnaissable. Le business du cinéma, les produits dérivés, les attractions, les jeux vidéo, une industrie mondiale de plusieurs milliards, soutenue par des lobbyistes d'entreprises et des politiciens des deux côtés. Mais en réalité, cette peur n'est plus aussi effrayante. Aussi sombre que cela puisse paraître, nous nous sommes en quelque sorte déjà habitués au pouvoir de l'argent, au lobbying, à la manipulation de l'opinion publique et au fait que le grand capital sait presque toujours plier le système à sa volonté.
Cela fait toujours peur, mais cette peur est compréhensible et rationnelle. Mais avec Homelander, c'est une peur d'un tout autre niveau. La peur que toute cette gigantesque machine corporative, l'argent, les relations publiques, les médias, une armée de porte-parole loyaux, le contrôle de l'agenda médiatique, les connexions politiques, les forces de sécurité, puissent ne pas être entre les mains d'une personne avide de profit. Mais entre les mains d'une personne émotionnellement instable, immature, pour qui l'argent n'est même pas la principale motivation. Et c'est cela qui fait vraiment peur, parce que la cupidité, au moins, est rationnelle. Le grand capital veut plus de capital. Mais que faire si tout ce système se retrouve entre les mains d'une personne traumatisée et instable qui considère tout un pays comme un instrument pour résoudre ses propres problèmes intérieurs, comme un moyen de compenser une humiliation, de mériter l'amour, de réprimer une rancœur, de se venger et de refermer des blessures d'enfance. Les traumatismes d'enfance de Homelander expliquent peut-être presque tous ses comportements. Beaucoup de ses actions, qui à première vue semblent chaotiques, étranges ou même absurdes. En réalité, cela forme assez précisément le schéma psychologique d'une personne qui n'a jamais reçu dans son enfance ce qu'il y a de plus fondamental, une famille, de la chaleur, de la reconnaissance et de l'amour. Je n'ai jamais eu de père. Ni de mère. C'est de là que vient son fétichisme du lait maternel. D'un point de vue psychologique, le développement de Homelander suit ce schéma. Ayant grandi dans un laboratoire et non en famille, il a manqué de chaleur maternelle, de tranquillité, d'attachement et de sécurité. Mais ces choses-là ne disparaissent pas sans laisser de traces. Même si une personne devient forte, réussie, voire toute puissante, il peut toujours y avoir un enfant mal aimé qui vit en lui. Et c'est pourquoi, à l'âge adulte, ce besoin non comblé revient chez lui sous une forme pervertie. C'est précisément pour cette raison que toute la première saison tourne autour de Madeline Stilwell. Pour lui, elle représente avant tout une tentative de retrouver une mère. Laisse-moi simplement te protéger. Les dieux sont purs, infaillibles. Stilwell devient quelque chose entre une maîtresse et une mère. Près de Stilwell, Homelander se transforme soudainement en un enfant qui veut plaire à sa mère, mériter des éloges et recevoir la confirmation qu'il est aimé. C'est pourquoi le mensonge de Stilwell lui fait si mal. Tu m'as donné ta parole. Aucun secret. D'une certaine manière, la mort de Stilwell devient pour Homelander une étape perverse de son processus de maturation. Presque chaque enfant traverse à un moment donné une phase de séparation. En essayant de se séparer de ses parents, d'échapper à leur autorité, de commencer à résister, à discuter et à se rebeller. Dans la vie courante, cela finit souvent en conflit, dispute, ressentiment, porte qui claque, tentative de prouver son indépendance. En un mot, une étape douloureuse mais naturelle du processus de maturation. Mais dans le cas de Homelander, même ce processus se déroule sous une forme monstrueusement déformée. Je comprends maintenant que tu n'as pas besoin de protection. Pardonne-moi. Sa tentative de rompre sa dépendance à Stilwell et de se libérer de son contrôle se termine par sa mort. Mais Stilwell n'est pas la seule figure à travers laquelle Homelander essaie de se construire. Il y a aussi le docteur Vogelbaum, l'homme qui aurait dû être pour lui une sorte de père, mais qui, au lieu de cela, était un scientifique le considérant comme une expérience. Prenons par exemple le croisement de chiens. Voici les bons gènes, et voilà le résultat parfait. Inconsciemment, Homelander cherche la reconnaissance de la part d'une figure qui, en principe, est incapable de l'aimer. Et moi, je suis le plus grand super-héros du monde. Et quand Vogelbaum lui annonce qu'il est son erreur, c'est un traumatisme fondamental. Tu es ma plus grande erreur. C'est cette phrase que Homelander semble essayer d'étouffer toute sa vie avec des applaudissements, un culte de sa propre puissance et une soif d'adoration. De cette façon, il essaie de se prouver à lui-même qu'il n'est pas une erreur. Ce même traumatisme se reproduit aussi dans l'intrigue avec Soldier Boy. On pourrait penser que, enfin, un vrai père biologique apparaît. Un homme qui pourrait combler au moins une partie de ce vide. Tu as une famille, il y a lui et il y a moi. Mais au lieu d'obtenir de la reconnaissance,
Homelander reçoit de lui exactement la même chose qu'il a déjà reçue auparavant. Un pauvre type en larmes, avide d'attention. Et en ce sens, la rencontre avec Soldier Boy montre que Homelander vit dans un même scénario qui se répète sans cesse. Il cherche un père, une mère, une famille, de la reconnaissance, mais il est déçu à chaque fois. La situation est similaire avec Ryan. On dirait que Homelander veut simplement être père, mais il ne s'agit pas vraiment de paternité. Pour lui, Ryan est une chance de réécrire son propre passé. C'est comme s'il avait la possibilité d'atteindre son propre moi du passé. Un enfant seul, abandonné, qui a grandi sans amour. Il a une mère. Je sais que c'est important pour toi. Et, enfin, lui donner quelque chose d'autre. Lui offrir une enfance que tu n'as pas eue. Le problème, c'est que Homelander ne sait pas être père, n'ayant aucun modèle ni compréhension de ce que signifie vraiment prendre soin de quelqu'un. Où se situe la frontière entre l'éducation et la violence ? Je ne peux pas voler. Tu peux, je t'assure. C'est pourquoi, même dans ses tentatives de se rapprocher de Ryan, il reste froid et cruel. Il n'élève pas vraiment son fils, il essaie plutôt de se soigner lui-même, à travers lui. Peut-être que c'est là que réside la véritable tragédie de ce personnage. Homelander est un homme qui, toute sa vie, essaie inconsciemment de retrouver ce qu'il n'a jamais eu. J'ai déjà mentionné que l'incroyable popularité de Homelander est due à la construction même du personnage, à son aspect devenu un mème, et bien sûr au jeu d'Anthony Starr. Grâce à cela, ce personnage a depuis longtemps dépassé les limites de la série elle-même. Je n'ai pas encore volontairement mentionné un autre élément qui a peut-être eu une plus grande influence. Parfois, un personnage devient aussi marquant non seulement parce qu'il est brillamment interprété, mais aussi grâce, disons, au bon travail du directeur de casting, si vous voyez ce que je veux dire. Quand un acteur ressent son personnage au plus profond de lui-même, jouer devient incroyablement facile. Je ne suis pas comme vous. Je suis plus fort et plus intelligent. Alors, qu'est-ce que c'était dans le cas de Homelander ? Une performance d'acteur exceptionnelle ou une ressemblance effrayante avec le personnage ? Combien y a-t-il d'Anthony Starr dans Homelander ? Je pense que seul Anthony Starr connaît la réponse. Mais dans tous les cas, le résultat s'est avéré très convaincant. Anthony Starr a incarné Homelander de manière si naturelle qu'à la fin, une chose assez étrange mais en même temps logique a commencé à se produire. Beaucoup de spectateurs ont commencé à le justifier, oubliant qu'en fait, nous avons devant nous le principal méchant de cette histoire. Et lorsque dans le final, les créateurs de la série ont éliminé Homelander d'une manière assez humiliante, cela a tout naturellement provoqué une protestation. Dis-moi ce dont tu as besoin, demande ce que tu veux. Les questions ne concernent pas seulement Homelander, mais aussi Black Noir. En fait, le potentiel énorme du personnage a tout simplement été gâché, sans donner à son arc une véritable conclusion satisfaisante. J'espérais pourtant un développement plus intéressant pour cette intrigue. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans une vidéo séparée sur Black Noir. Dans cette vidéo, j'analyse son histoire et je propose l'une des fins possibles. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'y jeter un œil. À mon avis, si cela avait marché, la fin aurait été nettement plus intéressante.